Bonjour, ici Piero San Giorgio, auteur du livre Survivre à l'effondrement économique. Cette vidéo, contrairement aux autres, est privée, c'est-à-dire que je n'ouvre le lien que à des contacts qui sont dans les forces de l'ordre, forces armées ou services de renseignement, et à vous de le partager cette vidéo à d'autres collègues dans vos départements et fonctions respectives. J'ai essayé, comme vous savez, j'écris sur la survie, j'écris sur les raisons et les techniques pour se préparer aux effondrements et donc aux chaos sociaux, politiques, économiques qui suivent les tensions lourdes qui ont malheureusement déjà commencé. Et l'un des éléments qui est peut-être que j'ai pas sous-estimé, mais dont je n'ai pas voulu parler, ce sont les risques effectivement terroristes qui évidemment vous concernent, puisque vous faites partie des personnes qui sont censées réfléchir, projeter, travailler à éviter ou évidemment réduire l'impact d'éventuelles attaques. Alors nous le savons tous, il y a deux sortes de terrorisme. Il y a le terrorisme sponsorisé par les États, qui est évidemment le plus fréquent et le plus dangereux, c'est-à-dire que derrière des groupuscules terroristes, il y a une volonté politique forte, elle-même poussée par des États. Ce terrorisme a généralement une discipline, une hiérarchie, et est déployé et a des attaques, si on veut, avec des objectifs très précis qui sont toujours liés à un certain politique et donc relativement maîtrisables. C'est-à-dire que lorsque, je ne sais pas, lorsque l'on retrouve des liens des Brigades Rouges avec la CIA, on sait que la raison pour laquelle les Brigades Rouges sont lâchées en Italie dans les années 70 et début des années 80, c'est pour créer de la tension, pour créer un environnement, un climat, peut-être de peur, mais aussi clairement de besoin de rester proche aux États-Unis. Donc la politique est claire. Lorsque des attentats ont lieu poussés par un pays qui souhaite déstabiliser un autre pays pour créer du chaos, pour créer de la pression, pour des négociations, ça s'organise. Ça veut dire qu'il y a une logistique, ça veut dire qu'il y a des armes, ça veut dire qu'il y a une idéologie et ça veut dire qu'il y a des modes opératoires. Il y a eu un temps où certains groupes terroristes avaient le mode opératoire de l'assassinat, d'autres avaient la bombe. On se souvient des attaques des services secrets israéliens en représailles aux attaques de l'OLP aux Jeux Olympiques de Munich, où il y avait clairement une volonté d'assassinat très ciblée, bien qu'il puisse y avoir des dommages collatéraux, évidemment. Donc il y a des empreintes pour chaque type d'attaque terroriste, et vous les connaissez très très bien, puisqu'elles sont étudiées, beaucoup de livres en parlent, et les experts sont encore vivants. Il y a aussi le terrorisme, toujours sponsorisé par les États, lié à déstabiliser un pays pour changement politique, ou aussi purement simplement préparer la route à une invasion. C'était la grande école du terrorisme, on va dire soviétique, communiste, chinois, où ils ont travaillé par subversion dans un pays et à un moment ont passé à des attaques terroristes. Ça a été le cas notamment dans le Sud-Vietnam pendant le début de la guerre du Vietnam, c'est la deuxième, donc celle avec les États-Unis. Et donc les attaques terroristes préparent le terrain en créant le chaos, en semant la confusion, en préparant l'environnement qui va ensuite permettre à une plus forte subversion, voire un effondrement de la politique par une révolution ou des attaques militaires. De plus en plus, nous avons vu du terrorisme, alors ça c'est la deuxième catégorie, c'est le terrorisme entre guillemets spontané. Le terrorisme spontané n'a pas forcément, bien que ce soit possible, les deux peuvent se superposer, mais ce terrorisme évidemment spontané, c'est qu'il y a une idéologie qui est en logiciel libre, qui circule. Ça peut être une idéologie politique, c'est-à-dire ça a été le cas de certains groupuscules gauchistes dans les années 70-80, on se souvient de la Rote Armee Fraktion, etc., qui ont un logiciel, c'est-à-dire on attaque le capital, on attaque des riches industriels, on fait des attaques là aussi à main armée et qui sont dans un circuit de mimétisme mafieux puisqu'il faut se financer pour acheter des armes et commettre ces attaques. Donc souvent
on commet aussi des crimes crapuleux, kidnapping, rançon, attaque de banque, etc. Donc il y a ce genre de spontané, d'attaques spontanées. Ce genre de terrorisme peut être ensuite récupéré par des groupements politiques. La plupart des gens dans les brigades rouges en Italie étaient vraiment des communistes anarchistes convaincus et n'avaient pas conscience d'être manipulés par les services secrets italiens et par les services secrets américains. On a parfois aussi des mouvements, encore une fois, spontanés sous un logiciel nationaliste. Les mouvements d'indépendance basque, les mouvements d'indépendance corse, breton et d'autres à travers le monde. Ces mouvements peuvent là aussi être plus ou moins récupérés par une puissance étrangère qui les utilise pour créer du chaos, de la déstabilisation, des pressions politiques. On pense notamment à comment les États-Unis ont joué un double jeu avec à la fois l'Angleterre et l'IRA, l'armée d'indépendance de la République d'Irlande, dans l'Ulster, dans le nord de l'Irlande. On a toutes sortes de cas. Aujourd'hui, ce qui nous concerne le plus, et c'est là où j'y arrive, c'est évidemment ce logiciel de djihad islamique qui a bien mûri depuis les années 70. Il était essentiellement politique dans les années 70 pour avoir petit à petit, avec la révolution islamique en Iran, et puis par la radicalisation de plus en plus forte de mouvements qu'on appelle souvent salafistes, enfin qui sont essentiellement poussés par un radicalisme religieux qui vient d'Arabie Saoudite, et qu'il a aussi un certain il a une certaine sponsorisation de la part des États-Unis et même d'Israël, puisque quand on pense que le Hamas à Gaza ou le Hezbollah a été encouragé à sa naissance par les services secrets d'Israël contre l'OLP qui était beaucoup plus politique, entre guillemets laïque, on se rend compte justement du jeu compliqué et complexe que ça veut dire. Ce qui nous concerne, c'est que nous avons vu ces derniers temps tout ce qui a créé ce qu'on appelle l'ISIS ou l'État islamique ou Daesh partir. Bien sûr, on sait par qui c'est organisé, par qui ça a été financé, par qui il est armé, etc. Mais c'est aussi un logiciel. Et ce logiciel circule sur Internet et est de plus en plus accessible. Je vous rappelle que, par exemple, en prenant un exemple, notre pays voisin, la France, puisque je vous parle de Suisse, il y a au bas mot 12 millions de musulmans en France, entre 12 et 14, mais c'est vraiment au bas mot. Là-dessus, j'ai lu que les services de renseignement français estiment que 10% de ces musulmans ont une sympathie avouée très forte pour cette mouvance islamique Daesh ISIS, et donc ça fait 1 200 000. Et sur ce 1 200 000, il y a à peu près 1% donc de Français musulmans qui seraient prêts à passer à l'action, donc ça fait 12 000 personnes qui pourraient passer à l'action. Alors ça ne veut pas dire que c'est 12 000 terroristes, mais c'est 12 000 personnes qui pourraient participer activement à la logistique nécessaire pour créer des attentats terroristes. Lorsque l'on sait à quel point les armes au marché noir circulent facilement, y compris de plus en plus, on l'a vu lors des attentats de Charlie Hebdo en France, les armes et les munitions circulent de plus en plus facilement, et des munitions même extrêmement létales. On parle de Kalachnikov, donc de 7,62 x 39. On parle de plus en plus de fusils SVD qui peuvent être redoutables. Et on parle aussi d'explosifs, de grenades et d'armes beaucoup plus lourdes comme des RPG ou des systèmes de ce type, anti-chars ou anti-véhicules légers. C'est tout à fait considérable comme armement. C'est tout à fait de quoi, en de bonnes mains formées, tenir tête à des forces de police même très spécialisées, même très bien équipées. Et donc, on voit que ce logiciel qui commence à circuler peut donner lieu à des attaques spontanées. Alors moi je crois que les attaques spontanées sont rares et que la plupart des attaques sont organisées, voulues pour des raisons spécifiques et politiques. Toutefois, il n'est pas à exclure que dans une situation de chaotique, l'initiative soit prise par des groupes mal contrôlés ou pas contrôlés, ou simplement par des gens qui prennent l'initiative parce que, au fond, c'est dans un certain logiciel et qui s'inspire de sources religieuses claires. Donc, on peut imaginer que ces attentats augmentent. Alors, si on se plonge dans l'esprit de quelqu'un qui organise un attentat, ce que l'on se rend compte, c'est que comme tout le monde, il y a une courbe de Gauss. Il y a des gens intelligents, il y a une moyenne pas très fut-fut, et une autre partie de cette population qui est très bête. Alors,
corrélons ceci avec le niveau socio-professionnel et économique, c'est-à-dire que généralement, lorsque vous êtes riche et que vous avez beaucoup d'argent, vous ne participez pas en tant qu'acteur d'un acte terrorisme. Au pire, vous le financez, mais si vous faites 140 de QI, que vous êtes avocat d'affaires, certes français, musulman par exemple, à Paris, vous n'allez pas prendre le Kalachnikov et aller sulfater dans un centre commercial. Vous allez laisser faire ça à des gens probablement de quotient intellectuel plus faible et de revenus et de niveau socio-économique plus faible. Donc on a plutôt tendance, et c'est heureux, d'avoir plutôt des gens un peu abrutis, un peu cons, un peu 80 de QI et en dessous. On le voit souvent lorsque ces gens laissent un message, on le voit dans leurs yeux, on le voit dans la manière de s'exprimer, que ce ne sont pas des gens qui ont réfléchi. Donc si on se projette dans l'esprit de ces gens qui ont envie de créer un climat donc, de terreur ou d'atteindre des objectifs très précis, comme le cas des attentats de Charlie Hebdo. Alors moi je pense qu'ils ont été manipulés, mais les acteurs, eux, étaient probablement, même certainement, sincèrement, dans l'esprit d'appliquer une sentence islamique finalement d'exécution de personnes qui se sont et qui ont persévéré dans ce qui est considéré dans l'islam comme du blasphème et donc passible de la peine de mort. Donc ils ont pris acte et ont appliqué la justice par eux-mêmes. C'est comme ça. Alors, ce genre d'attaque très ciblée, c'est pas tellement le danger, parce que ça, clairement, les gens qui sont ciblés, ils sont protégés, et ça, c'est un travail que les forces de l'ordre et les forces de sécurité, eh bien, savent faire, ou en tout cas, ils savent qu'ils peuvent se former plus, et avec plus de moyens, eh bien, on réduit l'impact, en sachant que c'est toujours très très difficile d'avoir l'initiative, puisque c'est l'attaquant qui a l'initiative, c'est eux qui décident tel jour, telle heure on attaque. Et donc c'est très très difficile, même avec un très très bon renseignement humain, du human intelligence, même avec les écoutes et tout ce qu'on veut, c'est très très difficile d'être le moment où il faut prêt, et on sera toujours, même quelques minutes de retard, c'est trop tard. Et donc on va simplement devoir gérer au moment où ça arrive. Donc une formation au tir fréquente, beaucoup plus nombreuse, avec un tir de beaucoup plus de munitions qu'on le fait aujourd'hui. Ça c'est évident. Ce qui est un peu plus problématique sont le jour où il y a commencé à avoir des gens un petit peu plus intelligents, ou des gens intelligents qui organisent des gens un peu plus bêtes, et on leur donne des missions plus pointues, plus précises et plus meurtrières. Je vais vous prendre comme exemple l'attentat de Sousse, il y a 2 semaines en Tunisie, où finalement on a une personne, peut-être 2, mais en tout cas une personne armée d'un Kalachnikov sur la plage et qui a tué 38 touristes clairement définis par le fait qu'ils étaient donc des blancs, donc des gens qui sont perçus comme étant deux populations qui ont bombardé la Syrie, l'Irak, etc., donc des ennemis, et en plus des mécréants, donc clairement ça rentre dans le logiciel qui est défini dans l'esprit de ces gens-là. On a finalement une attaque assez bien organisée, une personne qui arrive sur la plage dans un lieu avec un grand nombre de cibles et qui se fait plaisir, qui tue le maximum de personnes, essentiellement à la Kalachnikov, mais aussi avec quelques grenades. Bon, très bien. On voit que ça commence à augmenter. Donc si l'idée c'est de faire de plus en plus de morts, de plus en plus de chaos, moi je vais vous donner quelques idées parce que je me suis plongé et par ma formation, par mes lectures, j'ai étudié un petit peu le sujet. Si on veut faire beaucoup de morts, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas passer cette vidéo à tout le monde, mais voici comment faire, et vous allez voir que c'est compliqué. Alors, la plage c'est une excellente idée, parce qu'effectivement dans une plage, alors d'abord il y a le cas où vous êtes seul. Alors, la plage tout seul, on avance. Mais si vous êtes 2 ou 3, chacun dans une direction, un qui vient de la terre, un qui vient de chaque côté de la plage, là c'est un carnage. Vous pouvez rabattre les gens dans des zones de mort, dans des zones de tir, où une deuxième équipe, à ce moment-là, cible et élimine. Une autre manière de faire du chaos, très très simple, les tunnels. Tunnels routiers, tunnels des RER, etc. Bloquer une voiture, et une équipe à l'entrée et une équipe à la sortie, et vous tapez tous les gens qui sont coincés dans leur voiture, un par un, une balle, une personne, ting, en remontant les voitures une par une dans un tunnel, c'est bloqué. Pareil dans un trafic, vous imaginez un périphérique d'une grande ville, à l'heure de pointe, une voiture qui s'arrête, vous bloquez toute la circulation, et l'équipe remonte, et elle remonte le trafic, les gens ne peuvent pas faire demi-tour, etc. Tous les motards, toutes les voitures, poum, une personne, une balle. Vous faites un carnage de cette manière.
Et en plus, vous pouvez, s'il y a une deuxième équipe avec des motos, etc., relativement facilement fuir. Donc tunnel routier, périphérique, trafic. Après, il y a le classique, il y a les cinémas. Les cinémas n'ont pas beaucoup de sorties. Vous entrez dans un cinéma et vous commencez à tirer sur la foule. Vous pouvez en plus jouer sur l'effet de fuite, l'effet de groupe. Là, c'est aussi autre lieu clos. Ce sont les salles de concert. Salles de concert où il y a des milliers de gens avec peu de sécurité, qui est plutôt une sécurité pour empêcher des gens d'entrer illégalement, pour empêcher des resquilleurs ou pour empêcher des rixes. Mais à la Kalachnikov, 2-3 équipes de 2 personnes en binôme, vous faites un carnage. En plus, vous créez l'environnement où il y a un mouvement de foule massif vers les peu de sorties de secours et vous avez des phénomènes du style stade de Heysel où les gens s'écrasent, etc. Voire si, c'est souvent le cas du cinéma qui est extrêmement inflammable, vous commencez à balancer des cocktails Molotov, vous avez simplement des mouvements et avec en plus les gaz qui asphyxient, qui sont extrêmement mortels. Donc vous pouvez créer un environnement de terreur à très faible coût dans ce genre d'environnement clos. Il y a aussi, ça on l'a vu au Kenya lorsque ces attaques islamistes ont attaqué un centre commercial, où plusieurs équipes armées, entrant par plusieurs zones du centre commercial, plusieurs entrées du centre commercial, ont commencé à massacrer. Je crois qu'il y a eu plus de 200 morts, sauf erreur, dans ce centre commercial, c'est il y a 4 ans ou 3 ans. Et là aussi, un centre commercial a peu de sorties de secours, et finalement, les terroristes se font le centre commercial, allée par allée, rayon par rayon, magasin par magasin, et dégomment tout le monde. Nous avons ensuite l'exemple peut-être un peu plus organisé, ça c'est quand même plus compliqué pour des gens un peu spontanés, ce sont les attaques des hôtels, comme celui de Delhi il y a peut-être une dizaine d'années aujourd'hui, où des équipes commencent à rentrer dans les hôtels et se font chambre par chambre tous les habitants. Encore une fois, là c'est une balle, un mort quasiment, ou un blessé grave qui va peut-être mourir plus tard. Donc l'effet de terreur et surtout la capacité d'une équipe terroriste, même modérément entraînée, à créer une panique dans une ville peut être énorme. Et je parle même pas des actes de sabotage comme le fait de faire sauter des réservoirs d'essence qui sont dont il y en a autour de toutes les villes. On va rester sur le côté tuer des gens et malheureusement faire le plus de morts possible. Donc il y a toutes ces approches. Les plages, on en a parlé, les cinémas, les centres commerciaux, les trains. Le train Paris-Dijon ou Paris-Poitiers, on va dire, le TGV qui part, les types rentrent, un mec à l'entrée, à l'avant du train, un mec à l'arrière du train, ou peu importe, ou même un seul. Pendant que le train est au départ, il remonte le train, et encore une fois, un mec, on l'a vu comment ces Kalachnikov se cachent dans un sac de sport, surtout si c'est un Kalachnikov avec la crosse repliable, elle se met dans un sac de sport, 4-5 chargeurs, c'est vite fait, et dans un train, vous en dégommez des gens. Hein. Donc, avant que le train s'arrête, et quand bien même il s'arrête, les gens ils font quoi? Les portes sont bloquées, ils font un sacré moment, et en attendant, le type il avance, poum, 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 s'il a l'esprit focalisé, vous faites un massacre. Et où est la police? La police peut pas être dans tous les trains, peut pas être devant toutes les plages, peut pas être dans tous les tunnels, peut pas être sur tous les bouchons, peut pas être dans... la problématique va être ingérable. Donc... des pays, aujourd'hui en Europe, comme la France, l'Angleterre, mais même la Suisse, et d'autres, si les citoyens ne sont pas eux-mêmes capables de gérer leur sécurité, alors je sais que ça ne plaît pas beaucoup comme message à la police, parce que forcément elle va se dire, mais c'est notre boulot, donc si les citoyens font le boulot, à quoi est-ce qu'on va servir? Oui, mais il ne faut plus réfléchir comme ça, on n'est plus dans une défense d'une corporation, là c'est vraiment la sécurité de nos nations et de nos peuples, et de la paix civile qui est en marge. Mais imaginez cette histoire de train. C'est tellement facile de rentrer dans un train et de dégommer tout le monde. C'est tellement facile de se faire des centres commerciaux, on parle même pas de la voie publique, ça c'est tellement évident. Mais ça devient vraiment, vraiment potentiellement très dangereux. Et encore une fois, ce que j'ai décrit ne demande pas, c'est pas des plans très compliqués. Il ne s'agit pas d'infiltrer une centrale nucléaire avec des compétences techniques très particulières pour faire casser ou saboter des sabotages complexes de transformateurs électriques ou autres. Non, ça c'est simplement un mec normal entre 70 et 80 de quotient intellectuel avec une Kalachnikov et plein de chargeurs qui vont avec le minimum de formation et surtout un profil psychologique de type déterminé, froid dans sa tête, voire avec la haine de l'occidental. Et ça, c'est facile à mettre en œuvre.
Donc, la liste est longue, j'en ai encore plein des idées comme ça. Et imaginez les avions, un avion au décollage, vous le mitraillez, un Airbus, c'est fragile. Enfin, il y a énormément de problématiques auxquelles on peut penser, les bus, etc. Bon, la question c'est que, est-ce que vous, réfléchissant et probablement bien plus loin que moi à ces problématiques, est-ce que vous vous rendez compte donc du manque de budget, des problèmes à avoir, l'incapacité d'être partout? Tôt ou tard, ce sera visible. On voit que vous êtes en sous-effectif. Partout dans le monde, hein, en Suisse également. Hein, je ne sais pas si je ne parle pas de la France, je parle vraiment de tout le monde. Sous-effectif, sous-formation, sous-motivation et sous-soutien. Les États ne vous soutiennent pas comme ils le devraient. Ou alors c'est du blablabla. Mais la réalité, c'est qu'il faut que le politique soit conscient. Et malheureusement, chaque attaque terroriste devrait le rendre conscient, mais au contraire, simplement ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font faire plus d'heures et ils vous font travailler sous pression sans nécessairement vous donner les moyens nécessaires. Et on a vu la panique, hein, on a vu comme pour l'histoire de Charlie Hebdo, Kouachi, machin, ils ont envoyé toutes les forces spéciales d'intervention de la police et de la gendarmerie française. Ils ont envoyé pour 2 mecs retranchés dans une imprimerie avec un otage, ils ont envoyé 150 mecs du GIGN. Je veux dire, bon, moi ça me paraît exagéré, hein, mais bon, c'est comme ça, donc ça veut dire qu'ils paniquent, ça veut dire qu'ils savent que c'est le grand flip, quoi. Bref. Donc, nous sommes dans des années difficiles. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est, modestement, c'est une chose très très simple. Si vous pensez que, évidemment, vous ne serez jamais suffisamment nombreux, vous n'aurez jamais le renseignement nécessaire pour tout arrêter et tout casser avant que ça se passe, ce qui me semble une affirmation raisonnable, c'est de réfléchir à faire du lobbying, à faire de la pression auprès de l'État et du gouvernement pour qu'un nombre croissant de citoyens, peut-être pas tous, certainement pas tous, peut-être des citoyens que vous avez repérés par votre renseignement, par votre profilage psychologique. Vous avez de plus en plus ces lois sur le renseignement qui vous permettent d'espionner tout le monde. Bon, au moins sélectionnez parmi ces gens des gens qui sont carrés, qui sont responsables, et faites en sorte que ces gens deviennent des sortes d'auxiliaires des forces de l'ordre. C'est-à-dire que définir le citoyen responsable, trié sur le volet, bien sûr, comme étant un auxiliaire des forces de l'ordre, comme étant une personne capable d'obtenir le permis, par exemple, de port d'armes, d'avoir une formation minimum qu'on lui donne, afin que lui, s'il est dans le supermarché qui se fait attaquer par 3 terroristes en Kalachnikov, peut-être qu'il ne va pas les arrêter les 15, mais au moins, il sait comment il va donner l'alarme. Ça, c'est la première chose que normalement tout le monde devrait pouvoir faire. Mais peut-être qu'il va prendre son arme, qu'il a dissimulée, bien sûr, puisqu'il en a le droit, et il va intervenir. Et il va peut-être pas gagner, il va peut-être pas les éliminer, mais il va créer une cassure dans le plan d'attaque de ces criminels. Imaginez, vous êtes sur un train, vous entendez les coups de feu, pam, 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 du type qui avance, et s'il se rapproche, il avance, vous voyez des balles qui passent à travers les cloisons, le train freine, etc. Parce que dans le wagon d'avant, le type commence à avancer en dégommant chaque personne. Vous sortez vos armes, vous mettez légèrement à couvert, bon, c'est pas une protection, mais au moins vous êtes à couvert. Le type ouvre la porte, vous identifiez la cible, vous voyez un mec, un Kalachnikov, vous sortez, tang, tang, tang. Vous lui mettez 3 ou 4 balles dans le buffet et vous sécurisez la zone, etc. Bon, ça c'est ce qu'on ferait si on était un citoyen responsable. Et c'est tout. Et c'est simple. Et ça peut arrêter. Alors il ne s'agit pas de jouer au héros, il ne s'agit pas peut-être mais simplement sensibiliser en tout cas les personnes et pourquoi pas trier et sélectionner des gens. Alors je sais que c'est une idée qui est assez radicale, hein, qui est assez originale peut-être, parce que ça veut dire que vous allez créer une grande partie de la population qui va être armée. Alors peut-être que les gouvernements n'aiment pas cela, parce qu'en plus ce sont des citoyens responsables, donc c'est pas des moutons lobotomisés. Ça c'est le problème. Évidemment, les États veulent des citoyens qui ne sont plus des citoyens. Ils veulent des moutons lobotomisés, des contribuables, mais et qui consomment, mais pas des gens qui réfléchissent, parce que sinon toute cette caste, elle pourra plus tenir son pouvoir. Et qui est pécunier, hein, c'est l'argent et les putes. Donc c'est pas, ça leur plaira pas. Donc c'est à vous de faire le lobbying, c'est à vous de
poussés, c'est pas des gens comme moi, c'est pas possible. Et imaginez comment des citoyens responsables, armés et entraînés peuvent faire dans un pays et sécuriser de manière extrêmement efficace et radicalement rapide, euh, parce que sur le moment, ce genre d'attaque. Donc c'est une idée que je lance. Encore une fois, je ne partage pas cette vidéo avec tout le monde. J'espère qu'elle passera entre vous de manière virale et qu'elle vous donnera des idées. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, lisez mes livres Survivre à l'effondrement économique, Rue Barbare et Femmes au bord de la crise. Mais surtout, réfléchissez, discutez entre vous et proposez des choses. Rester à se plaindre ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est notre devoir à un moment de proposer des idées et que ça passe. Aujourd'hui, la menace, c'est du terrorisme, on va dire islamiste, avec ce logiciel d'islamisme radical qui est plus ou moins manipulé, mais enfin qui commence à se propager de manière autonome. Demain, c'est peut-être une autre forme de terrorisme, ça peut être complètement autre chose. Donc de toute façon, le principe doit fonctionner quoi qu'il arrive, et quelles que soient les menaces. Donc réfléchissez-y et préparons-nous. À bientôt.